Bonjour, bienvenue à cette 10e séance du séminaire Questions de rhétorique consacrée aujourd'hui à la mémoire. Alors, c'est la partie de la rhétorique qui, a priori, semble la moins pertinente pour notre propos. Du moins, c'est ce que je croyais quand j'ai commencé à travailler sur ce séminaire. Mais plus j'y travaille, plus je le donne, et ce n'est pas la première session que je le donne, plus je me rends compte que c'est peut-être la partie la plus pertinente, en fait, paradoxalement. Bien sûr, vous vous souvenez de cet art de la mémoire dont on a parlé, qui consiste à mémoriser son discours. Puis on pourrait se demander, à raison, qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature. Mais j'espère aujourd'hui vous convaincre, en tout cas, de l'intérêt de certaines approches de la mémoire qui ont partie liée aujourd'hui, notamment avec la notion d'intertextualité. Alors, je ne vous en donne pas plus. Je veux ménager mon punch, mais on s'achemine vers ça. Vous allez voir qu'il y a des liens étonnants qu'on peut faire avec cette approche. Alors, je vais partager avec vous l'écran, la présentation d'aujourd'hui. Séminaire 10, donc, consacré à la mémoire. Nous avons derrière nous, en fait, un lieu de mémoire important. C'est un mémorial de la Première Guerre mondiale, situé en France. J'ai oublié où exactement, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça a l'air d'un vaisseau spatial. C'est très aérien comme structure. Il y a toute une partie qui n'est pas supportée par des colonnes. Alors, si je me tasse comme ça, là, il n'y a pas de colonne qui supporte toute cette section. Alors, c'est quand même une merveille d'architecture. Et c'est un lieu de mémoire. Il y a toute une dimension architecture mémoriale qui serait intéressante d'aborder si on avait le temps, mais on n'aura pas le temps. On va parler déjà de beaucoup de choses et d'abord de la mémoire rhétorique, bien sûr. Alors, j'admets un participant de plus. Donc, c'est le cours 10, Enjeux de la mémoire. On passe à travers ensemble le sommaire d'aujourd'hui, à commencer par le premier point. Approche théorique, comme d'habitude, on remonte aux calendes grecques et aux orateurs de l'Antiquité qui sont nos premiers théoriciens. Et tranquillement, on arrive à la modernité et aux théoriciens contemporains. On va poursuivre avec Persistance de la mémoire. C'est un petit clin d'œil à la toile de Salvatore Dali. Vous aurez reconnu le titre. Et on va voir aussi ce que devient la mémoire dans la théorie littéraire moderne. Et c'est des développements assez intéressants là, que ça permet. Enfin, on va se permettre une première synthèse. Alors, il est un peu tôt pour parler d'une conclusion. On n'a pas encore entendu les exposés. Peut-être qu'on va être amené à changer d'idée, mais on peut déjà faire une synthèse du propos jusqu'à présent, de ces présentations-là qui se sont échelonnées à travers ces 10 périodes, ces 10 séances. Et on va essayer de récapituler en vue de vous aider à planifier la suite, c'est-à-dire votre exposé. Alors, ça sera peut-être pertinent pour vous de vous y rapporter à cette synthèse pour retenir l'essentiel, finalement, en préparant votre travail. Alors, enjeu de la mémoire, la présentation qui suit va s'inspirer copieusement d'un livre, en fait, et je cite d'emblée mes sources. Il s'agit de l'ouvrage magistral de Franz Yates, qui date déjà de quelques années. C'est un livre qui a été publié en 1975 et ça s'appelle L'art de la mémoire, The Art of Memory. Alors, à peu près toute la première partie de la séance là, est inspirée de cet ouvrage auquel je vous renvoie, mais qui malheureusement s'arrête pour l'essentiel à la Renaissance. Il ne va pas vraiment au-delà. Alors, ça aurait été intéressant de connaître les évolutions de la théorie sur la mémoire, de la pratique de la mnémotechnique au-delà du 16e siècle, et malheureusement, Franz Yates s'y est arrêté. Alors, on essaiera de compléter avec d'autres théoriciens, d'autres auteurs. La mémoire, vous le savez, est souvent considérée comme une des 5 parties de la rhétorique. Et d'un auteur à l'autre, ça peut changer. On a vu que parfois, il y avait 4 parties à la rhétorique et tantôt 5. Alors, la partie qui saute d'un auteur à l'autre, c'est la mémoire, souvent, et qui n'est pas considérée, par exemple, par Aristote comme digne d'un développement. Ça va de soi qu'il faut apprendre son discours. On n'a pas grand-chose à dire chez Aristote sur l'art de la mémorisation. Par contre, avec Cicéron, avec la rhétorique aérénieuse, avec Quintilien, la mémoire devient une partie absolument incontournable et on lui accorde des développements conséquents.
Alors, c'est pour ça que vous allez parfois lire un auteur ou un autre et voir un classement différent. L'ordre de présentation des parties de la rhétorique ne sont pas toujours les mêmes, l'ordre n'est pas toujours le même, et parfois, vous voyez la mémoire qui saute. Alors, ne vous étonnez pas de ça, ce n'est pas une erreur de votre édition, c'est qu'effectivement, au départ, il n'y avait pas prise en compte de cette partie-là parce que ça semblait aller de soi. Mais on va voir que ça ne va pas tant de soi qu'on pourrait le croire. Dans l'Antiquité, retenir son discours était d'autant plus nécessaire qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur la remémoration de notes écrites parce qu'il n'y en avait pas de notes écrites vraiment. Les gens ne se présentaient pas pour faire un discours avec des tablettes de pierre très lourdes. Vous imaginez comment ça aurait été encombrant. Alors, il fallait mémoriser son discours. Il n'y avait pas de petits cue cards, de petits cartons comme ça qu'on pouvait commodément apporter. Et imaginez avoir à dérouler un papyrus ou quelque chose de genre, c'était pas commode. Les formats ne permettaient pas ce genre de truc. Quand on est passé à la tablette de bois, passe encore, c'est plus léger, mais c'est quand même encombrant d'avoir son discours sur des tablettes de bois et on change de tablette quand on change de page. Donc, on avait tout intérêt à mémoriser. C'est pour ça qu'on a développé des techniques de mémorisation assez sophistiquées et qui nous font baver d'envie aujourd'hui, nous qui perdons la mémoire, nous qui avons perdu la pratique de la mémoire, l'habitude de la cultiver, et qui doutons quand on lit des témoignages de l'Antiquité où on nous dit que, par exemple, tel ou tel discours de Démosthène avait été mémorisé par cœur par des auditeurs qui l'avaient entendu qu'une seule fois. Alors, ils écoutent un discours et ils sont capables de restituer mot pour mot l'intégralité du discours après. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et capable aussi de le consigner par écrit, ce qui fait que plusieurs des discours de Démosthène ou d'autres orateurs nous sont parvenus, pas par l'orateur lui-même, mais par des spectateurs, des auditeurs qui, ayant entendu le discours, l'ont consigné par écrit. Là, on se dit, bon, ils résument le propos et quand il y a un trou de mémoire, ben, ils vont pallier à la difficulté en inventant quelque chose de leur cru. Mais on nous assure que c'était quelque chose d'assez commun, en fait, et qu'il y avait des phénomènes de la mémoire capables de mémoriser un discours de plusieurs heures, là, de 2 heures. Là. Moi, je suis profondément sceptique quand je lis ça, mais il y a tellement de témoignages qui vont dans ce sens-là qu'on se dit ben, peut-être qu'effectivement, il existait à l'époque des stratégies, une pratique, un rapport à la mémoire qui est profondément différent de notre époque. Et on va voir ce qui a changé avec le temps, avec les inventions technologiques qui nous ont amenés à extérioriser certaines de nos facultés, et parmi celles-là, notamment la mémoire. Alors, on commence, parce qu'il faut bien débuter quelque part, par cette affirmation tirée de la rhétorique à Irénæus. Alors, je précise incidemment, parce que vous allez peut-être tomber parfois sur le web sur des couvertures de la rhétorique à Irénæus qui sont… cette rhétorique, elle est attribuée à tort à Cicéron. Alors, longtemps au Moyen Âge, on a pensé que la rhétorique à Irénæus avait été composée par Cicéron. Et encore aujourd'hui, on retrouve des montages où Cicéron semble être l'auteur. Mais l'auteur, il est anonyme et il demeure encore à ce jour anonyme. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que dit Cicéron et on a pu penser que c'était une œuvre de jeunesse, mais l'authentification du texte n'a jamais été certaine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas Cicéron. On ne connaît pas l'auteur pour sûr. Alors, la mémoire est un trésor, nous dit la rhétorique à Irénæus, qui rassemble toutes les idées fournies par l'invention et qui conserve toutes les parties de la rhétorique. Alors, cette information, elle est intéressante. Hein? On commence avec quelque chose d'assez intéressant. La mémoire, finalement, c'est ce processus donc, qui nous permet de mémoriser notre discours, mais plus encore, c'est ce processus qui nous permet de remonter aussi à rebours à travers toutes les étapes du procès rhétorique, du processus rhétorique. C'est-à-dire que quand on mémorise son texte, on mémorise en même temps son organisation. On mémorise aussi son contenu. On mémorise aussi certains aspects de sa mise en scène, comment le texte va être prononcé, des éléments qui sont des indications scéniques, parfois des indications pour le ton à adopter et tout ça. Mais rétrospectivement, on peut procéder à l'analyse à travers donc la version finale de l'oration, de la présentation, sa version écrite. On peut, à travers cette version-là, remonter rétrospectivement à travers l'ensemble du procès rhétorique et
comprendre ce qui s'est passé au niveau de la disposition, pourquoi on a fait ces choix-là plutôt que d'organiser le discours autrement, ce qui s'est passé au niveau de l'invention, où est-ce qu'on est allé chercher nos exemples. Et donc, cette partie-là, la cinquième, la moins importante en apparence, elle est la plus importante peut-être parce qu'elle les comporte toutes, elle les inclut, toutes les autres parties de la rhétorique. Et c'est ce qui nous permet à nous d'envisager la rhétorique dans cette perspective analytique. Parce qu'il y a la perspective de la production du discours, bien sûr, et c'est l'objet premier de la rhétorique au départ, mais plus le temps passe et plus la théorie se développe et plus on procède à ce retour rétrospectif sur la composition. Et la mémoire est une façon de consigner les différentes étapes de ce processus-là. C'est ce que la rhétorique à Irénius nous suggère ici. Alors, on va parler des fonctions de la mémoire. La mémoire se manifeste d'abord sans y être explicitement nommée dans l'invention. Alors, quand on parle d'invention dans les traités de rhétorique, il y est question de lieux communs, d'exemples, notamment aussi. L'orateur puise, en effet, pour construire son discours et agir sur son public dans le fond de ces lieux et exemples. Alors, il existe tout un patrimoine d'anecdotes, d'histoires, d'exemples mythologiques, historiques, qui font partie de la mémoire collective. Et dans ce fond, l'orateur est appelé à piger constamment. Alors, il compose son discours, puis là, il se met à réfléchir, ouais, à quel exemple je pourrais donner pour illustrer mon propos? Ah oui, tiens, cet exemple emprunté à Homère de la ruse d'Ulysse dans tel ou tel épisode. Et bien sûr, on est à l'étape de l'invention, mais on voit bien que la mémoire, il joue un rôle déjà. La mémoire, pas la mémorisation du discours à proprement parler, mais la mémoire collective dans laquelle on va aller puiser ces exemples. Donc, il y a quelque chose dans la mémoire qui participe aussi du principe d'invention. C'est grâce à la mémoire qu'on est capable de composer son discours. C'est grâce à notre faculté de nous souvenir, de retenir des éléments d'information qu'on est capable d'articuler un discours, de créer un discours. C'est aussi grâce à notre mémoire qu'on est capable de se souvenir des arguments de notre interlocuteur. Par exemple, si je dois répondre à des accusations, si je dois composer une réfutation, il est utile pour moi de me remémorer ce qui a été dit par la partie opposée. Alors, si je veux répondre aux arguments, il faut que je les ai retenus. Et de même, dans un échange qui se fait ad lib, à brûle-pourpoint, que je n'ai pas eu le temps de préparer, si j'écoute mon interlocuteur et que je retiens ses arguments, ça va être plus facile pour moi après de dire, bon, alors tout à l'heure, tu disais que tu as avancé l'idée que peut-être, alors là, je peux récapituler et partir de ça pour construire mon discours. Et donc, c'est lié au processus d'invention également. Donc, la mémoire n'agit pas seulement comme une ultime partie qui intervient à la fin du processus rhétorique seulement, elle agit tout du long. Et même dans la disposition, et même dans la composition du discours, et même dans l'élocution, dans la mesure où la mise par écrit participe aussi de la mémorisation, de passages empruntés à d'autres, de formules, de tours stylistiques qui nous reviennent à la mémoire et qui vont venir féconder notre propre imagination, inspirer notre plume. Alors, parfois, on va adopter un ton, une allure, on va s'inspirer d'une manière de faire et c'est notre mémoire qui est convoquée pour y parvenir. Alors, vous voyez comment elle intervient aussi au niveau de la composition, au niveau stylistique et pas seulement au niveau de l'invention, pas seulement au niveau de l'invention. Et même pour l'action, c'est-à-dire qu'on pourrait penser à un discours qu'on a entendu déjà, qui nous avait fait grande impression, un orateur, un acteur peut-être, un comédien, et on va essayer de reproduire un peu le ton, par exemple. Je sais que quand je fréquente le texte de Rostand, Cyrano de Bergerac, la tirade du nez, je ne peux plus me la représenter et je ne peux plus la réciter, cette tirade du nez, sans penser à Gérard Depardieu dans le film dont je vous parlais la semaine dernière, sans essayer de contrefaire Gérard Depardieu. Alors, même si je suis dans une étape qui est autre, c'est-à-dire la mise en action du discours, alors comment je vais prononcer mon discours, il se peut que la mémoire intervienne ici pour venir appuyer aussi cette étape du processus. Alors, vous voyez comment il y a un rapport à la mémoire qui se construit
tout du long et c'est très intéressant. Alors, l'orateur puise pour construire son discours sur un fond commun de récits mythologiques historiques. Et à l'époque, bien sûr, les Grecs se tournaient du côté de Homère pour aller chercher des exemples d'exploits d'Achille, d'Ulysse, ou encore on regardait du côté de l'histoire et on parlait des grands accomplissements d'Alexandre le Grand, par exemple. Alors, ce sont des exemples qui sont dépositaires de toute une culture et une culture qui est en commun parce que ces histoires ont été répétées par les uns et par les autres et tout le monde finit par connaître ces exemples. C'est pour ça qu'on parle de lieux communs. Et c'est utile de se référer à ces lieux communs parce qu'ils font partie de l'horizon culturel et c'est des raccourcis argumentatifs. Quand je donne un exemple qui s'appuie sur un lieu commun, tout le monde comprend beaucoup plus rapidement que si je m'emploie à inventer un exemple de toute pièce et que là, je dois prendre mes interlocuteurs par la main pour leur faire comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors que quand on parle, je ne sais pas, de bravoure, je n'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures. En prenant l'exemple d'Achille, j'ai un exemple très éloquent. Si je parle de grands conquérants, évoquer Alexandre suffira. On a là l'exemple peut-être d'un des plus grands conquérants de l'histoire. Raphaël, vous avez une question? Oui, je me demandais si, comme les lieux communs, par exemple, les stéréotypes, là, les topos, les clichés, tout ça, c'est aussi des raccourcis argumentatifs. C'est un peu le même principe. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des raccourcis argumentatifs et dans un genre comme la paralittérature, mettons, c'est quelque chose d'utile parce que les gens veulent des structures facilement reconnaissables. Alors, d'utiliser des clichés dans le roman policier ou dans le roman fantastique ou le roman de science-fiction, c'est éminemment pragmatique, c'est éminemment utile parce que les lecteurs recherchent ça, des structures facilement reconnaissables, facilement assimilables, et il y a quelque chose de rassurant pour l'intelligence à pouvoir reconnaître ces patterns, ces stratégies, ces structures, et dire « Ah oui, oui, je sais ce qui s'en vient. J'ai déjà lu ça ailleurs, et voilà comment ça va se terminer. » Sauf que non, pas nécessairement. L'auteur peut très bien jouer avec ces clichés-là et tâcher de les subvertir. Mais attention, selon les genres et selon les publics, il y en a que ça va contrarier souverainement. Si on s'emploie à subvertir, par exemple, la fin des romans harlequins pour s'amuser un peu, on risque de décevoir beaucoup de lecteurs et de lectrices. Alors, il faut faire attention de ne pas s'aliéner son public non plus. Et quand on veut jouer à subvertir les clichés, aussi bien faire ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire la littérature qui ne fait pas partie des genres comme ceux de la paralittérature que j'évoquais à l'instant. Alors, la grande littérature, entre guillemets, même si je trouve l'appellation un peu détestable. Et j'aime pas cette hiérarchisation qui placerait, par exemple, le roman policier en dessous de la grande littérature. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on poursuit notre présentation. Ainsi, défendant un poète, Archéas, en fait, qui avait été son précepteur. À une certaine époque, Cicéron et son frère avaient étudié sous ce poète, Archéas. Cicéron insiste pour dire que, de tout temps, les poètes ont été utiles pour conserver la mémoire des hauts faits. Alors, Archéas, on lui fait un procès, on dispute de sa citoyenneté, on pense qu'il a usurpé sa citoyenneté, et Cicéron dit non, 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 pas du tout, et il la mérite, sa citoyenneté, plus que quiconque. Et on y retrouve ce passage. Combien d'historiens de ces hauts faits le grand Alexandre n'eut-il pas, dit-on, avec lui? Et pourtant, alors qu'à Sigé, il se tenait debout près du tombeau d'Achille, heureux jeune homme, s'écria-t-il, d'avoir trouvé Homère comme héros de ta vaillance. Alors, c'est un exemple qu'on retrouve qui est très intéressant. Alors, vous avez Alexandre qui est entouré d'historiens et qui a les moyens de s'en payer un nombre assez considérable. Et il est quand même tout envieux du pauvre Achille, alors qu'il est devant son tombeau, en se disant, mais toi, tu as eu le plus grand des historiens pour raconter ta légende. Tu as eu le plus grand des historiens en la personne d'Homère. Et tu es chanceux parce qu'il a célébré tes hauts faits comme personne autour de moi ne sera jamais capable de le faire. Alors, j'aurais beau accompli dans ma vie des exploits extraordinaires, extravagants, peut-être plus important encore qu'Achille, mais
puisque je n'ai pas d'Homère pour chanter mes louanges, il se pourrait très bien que je passe à peu près inaperçu à la face de l'histoire. Bon, dans les faits, Alexandre ne s'inquiétait pour rien. On se souvient encore très bien de lui et on n'a pas eu besoin d'un Homère pour chanter ses louanges. Il y en a eu beaucoup pour le faire et ça a eu un effet équivalent. Alors, le fait que plusieurs s'y sont mis, ça a au moins compensé. Peut-être avec moins de mérite, avec moins de style, mais ça a compensé quand même. Pensez seulement que Montaigne parle encore d'Alexandre dans des termes extrêmement admiratifs au 16e siècle. Il hésite entre César et Alexandre, à savoir qui est le plus grand soldat de l'histoire, et son cœur vraiment balance. Là. Tantôt c'est César, tantôt c'est Alexandre. Dans le deuxième livre des Essais, il semble plutôt convaincu que c'est Alexandre. Alors, je ne serais pas fâché, moi, d'avoir eu Montaigne comme principal historien pour Alexandre. Alors, l'imitation des grands poètes et orateurs participe aussi de la mémoire. C'est là qu'on entre dans un terrain plus familier. La question de l'imitation, c'est quelque chose d'important en littérature. Vous savez que ça préoccupe les créateurs depuis les tout débuts de l'écriture. Est-ce que la véritable création, en dehors de rien, ex nihilo, existe, ou il faut toujours s'appuyer sur quelque chose de préalable, l'imitation de la nature ou l'imitation des grands poètes qui nous ont précédés? Et vous savez que c'est un débat là, qui fait cours jusqu'à aujourd'hui. Et ça a entraîné toutes sortes d'épisodes mémorables comme la querelle des anciens et des modernes, où les uns sont partagés entre cette idée d'imitation chère depuis l'Antiquité et les autres qui disent « mais non, on est capable d'inventer du neuf et il faut inventer du neuf aussi, sinon il n'y a pas de progrès possible ». Alors, l'imitation des grands poètes et orateurs participe effectivement aussi d'un certain rapport à la mémoire. Et la mnémotechnique à laquelle est consacré l'essentiel de la mémoria, c'est une division de la mémoria, doit se comprendre en liaison avec cette mémoire collective que constitue le patrimoine littéraire, discursif, textuel, appelez-le comme vous voulez, qui s'offre à nous pour l'imitation. Alors, toutes ces productions artistiques, toutes ces productions discursives, tout ce qui n'a jamais été écrit, fait partie d'un patrimoine qu'on a maintenant consigné par écrit, qu'on préserve dans des bibliothèques et qui nous donne des ressources extraordinaires qui nous donnent l'occasion d'aligner notre style sur ces grands modèles. Et si on n'avait pas eu l'invention de l'écriture, si on n'avait pas pu consigner tout ça par écrit, eh bien, on ignorerait à peu près tout de ces gens. Il y aurait eu la tradition orale, mais ça n'aurait sans doute pas suffi pour retenir l'essentiel. Alors, la mnémotechnique est quelque chose qui a été découvert par les Grecs. On dit dans les légendes que c'est suite à l'intervention des dieux que l'art de la mnémotechnique s'est développé et on dit qu'elle est quasi d'essence divine. Effectivement, il y a un certain rapport à la mémoire chez les Grecs qui semble miraculeux. Et selon le récit de Cicéron, elle aurait en effet été inventée par le poète Simonide de Céos dans les circonstances suivantes. Alors, je vais me retirer momentanément de la présentation pour partager avec vous un extrait de Cicéron qui raconte une histoire très, très intéressante à propos de Simonide. Alors, c'est lui qui serait l'inventeur de cette technique de mémorisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mnémotechnique. Alors, on raconte que soupant un jour à Cranon, en Thessalie, chez Scopas, homme riche et noble, Simonide chanta une ode en l'honneur de son hôte ou pour embellir sa matière à la façon des poètes, et s'était beaucoup étendu sur Castor et Pollux. Alors, Castor et Pollux, héros mythologiques qu'il convenait d'honorer à tout propos, mais voilà que ça va vexer Scopas, qui a payé pour ce discours et qui voulait qu'on fasse son éloge à lui. Et là, il se rend compte que Simonide s'est étendu un peu trop longuement à son goût sur Castor et Pollux. Alors, Scopas, poussé par une basse avarice, dit à Simonide qu'il ne lui donnerait pas pour ses vers, en fait, que la moitié du prix convenu. Alors, comme tu m'as traité de façon un peu légère et un peu secondaire et que tu as accordé autant d'importance à Castor et Pollux, ben moi, je te paie moitié prix, en fin de compte. C'est ce qu'il lui dit. L'auteur pouvait aller le réclamer, si bon lui semblait, à ses amis, les Tyndarides, ce sont bien sûr Castor et Pollux, les Tyndarides, qui avaient eu la moitié de l'éloge. Alors, moi, je paie juste pour la moitié qui me concerne. C'est ça que dit Scopas. C'est assez gonflé. Quelques instants après,
On vint prier Simonide de sortir. 2 jeunes gens se tenaient à la porte qui demandaient avec insistance à lui parler. Ben, il se leva, sortit et ne trouva personne. Mais dans le même moment, la salle où Scopas était à table s'écroula et cette ruine l'écrasa, lui et ses proches. Alors, au moment même où il sort pour aller voir ceux qui le réclamaient, il ne trouve personne, le toit s'effondre et tous les invités et Scopas aussi vont être tués par cet effondrement du toit. Quel coup de chance extraordinaire pour Simonide d'avoir échappé. Et là, on se prend à penser qu'il y a eu intervention des dieux. Et si ça se trouve, c'est Castor et Pollux, vexés de voir Scopas dire qu'il ne méritait pas autant d'éloges et que c'est à lui qu'on aurait dû adresser tous les compliments. Peut-être que c'est effectivement Castor et Pollux qui sont intervenus eux-mêmes. Qu'en sait-on? En tout cas, le texte nous dit qu'il n'y avait personne à la porte quand Simonide est sorti. Comme les parents des victimes qui désiraient ensevelir leurs morts ne pouvaient reconnaître les cadavres affreusement broyés, Simonide, en se rappelant la place que les convives avaient tous occupée sur les lits, permit aux familles de retrouver et d'inhumer les restes de chacun d'eux. Instruit par cet événement, il s'aperçut que l'ordre est ce qui peut le mieux guider et éclairer la mémoire. Alors, il se trouve que Simonide était capable de se représenter très précisément dans sa tête en pensant, OK, lui est assis sur cette chaise-là, en face, il y avait à la table et dans cet ordre tel convive, Scopas était assis là. Alors même s'ils ont tous le crâne explosé, broyé par les pierres qui leur sont tombées dessus et le reste du toit, il est capable, grâce à sa mémoire, de reconnaître tout le monde parce qu'il a gardé une empreinte très claire de la position de chacun dans l'espace. Et c'est associé, bien sûr, à la vision, c'est associé à des objets qu'ils pouvaient avoir dans leurs mains, sur lesquels ils étaient installés, tantôt un banc, tantôt une chaise, tantôt une table. Alors, en se remémorant ces objets, en les associant aux personnes et à leur position dans l'espace, une fois que le toit est tombé, il a été capable de se rappeler de tous les convives. Et il y en avait un sacré paquet. Alors, c'est quand même intéressant, cette association, et ça va faire en sorte qu'on va développer toute une pratique basée sur ce principe, c'est-à-dire qu'on peut se rappeler des choses si on les associe dans notre imaginaire, dans notre imagination, si on les associe à des lieux et dans un ordre précis. Alors, il y a tout un art de la mnémotechnique qui va se développer, qui consiste à s'imaginer un parcours, par exemple, le parcours familier qu'on connaît bien, le chemin qui vous ramène chez vous à la maison, par exemple, que vous empruntez à tous les jours. Et vous savez que sur ce chemin, il y a un terrain vague, vous savez qu'il y a une vieille maison un peu décrépite, et puis vous savez qu'il y a une borne fontaine, et puis peut-être un petit lac qu'on voit en arrière-plan, et une montagne et tout. Alors, si vous pensez à ce parcours et qu'il vous est très familier et que vous disposez mentalement des objets sur ce parcours. Alors, à la hauteur de la borne fontaine, il y a un chien. Et puis, plus loin, invariablement, je croise toujours une voiture rouge, la voiture de mon voisin. Et puis, vous rappelez de ces objets sur ce parcours qui vous est familier. Et ça peut vous servir de point de repère pour mémoriser, par exemple, des lettres, des chiffres, des mots que vous avez associés à chacun de ces objets que vous avez déployés dans votre théâtre imaginaire sur ce parcours, que vous êtes capable après de parcourir à nouveau dans votre imagination, après avoir assigné à chaque lieu une chose et à chaque chose un terme, une étiquette quelconque, vous êtes capable après ça, en parcourant le chemin dans votre mémoire, de vous rappeler très exactement des choses que vous vouliez retenir. Et c'est un art qui est encore pratiqué aujourd'hui. On voit sur YouTube, on voit parfois un peu partout à la télévision aussi, des gens capables de mémoriser très rapidement un ensemble de chiffres, des numéros de téléphone. Des fois, c'est des textes. On leur lit le texte une fois, ils le regardent, mais enfin, ils lisent le texte et puis ils vont le retenir mot à mot, verbatim, sans se tromper. Puis là, on se dit, il y a de la triche, ça ne se peut pas, il doit y avoir quelque chose. Mais non, ces gens-là vont vous expliquer qu'ils utilisent ce truc-là et qu'ils se racontent une histoire. Ils commencent par se raconter une histoire. Alors, je me promène sur mon chemin familier et je rencontre dans l'ordre ces personnages,
en train de faire des choses extravagantes et tout. Et cette histoire-là, ils la retiennent et c'est avec cette histoire-là qu'ils peuvent après décoder, recomposer exactement le texte ou la série de nombres qu'ils ont cherché à mémoriser. Et il y a vraiment là, des exploits là. Sur Internet, là, on peut voir des phénomènes de foire, là, de mémoire, et on se dit, mais ça tient du prodige, ils doivent avoir une maladie mentale, quelque chose qui leur permet d'avoir des capacités exceptionnelles. Mais non, c'est une affaire de pratique, c'est une affaire de technique. Et les Grecs avaient su développer cette mémoire extraordinaire à travers ces exercices de mnémotechnique. Alors, sans la méthode de la mémoire, tout s'abîmerait dans l'oubli. Son importance est capitale, les Grecs l'ont bien saisi, et une bonne mémoire repose, selon eux, selon les anciens, sur une disposition ordonnée d'images. Alors, il s'agit de se représenter des choses dans son imagination et de les ordonner sur un parcours familier. C'est pour ça qu'il y a toute une nomenclature en rhétorique qui fait état de lieux. Et on parle de promenade dans ces lieux pour aller repérer certains arguments, certains objets sur son parcours. Alors, il y a tout un discours allégorique, métaphorique qui porte sur les lieux communs, notamment, qui a partie liée avec cet art de la mnémotechnique. Simonide se souvient des hôtes de Scopas parce qu'ils associent leur image aux places qu'ils occupaient. Alors, il a le souvenir du visage de chacun et la position dans l'espace et comment ils étaient installés. Et c'est pour ça qu'il est capable de les reconnaître. Les Grecs ont développé cette méthode, des lieux, dite méthode des loci, en latin, qui aide à mémoriser une longue liste d'objets dans l'ordre. Donc, la méthode est celle que j'évoquais à l'instant. On mémorise un parcours familier. Il s'agit ensuite d'imaginer chaque élément à mémoriser sur les endroits du parcours. La mémoire n'a pas pourtant toujours constitué une partie de la rhétorique. Je le disais tout à l'heure, elle ne figure pas chez Aristote, notamment. Vous avez dans sa rhétorique 4 parties, en fait, pour le procès oratoire. Et la mémoire, il en parle ailleurs, en fait. Il en parle dans un appendice de son traité de l'âme. Et considérait qu'il n'y avait rien à dire de plus que, c'est sûr qu'après avoir composé son discours, on mémorise, c'est tout, ça va de soi. Alors, de la mémoire, il a parlé quand même de l'âme. Ce sont les textes romains qui constituent la source de nos informations sur ce point. On peut prendre, par exemple, encore une fois, la rhétorique à Irénæus. C'est la source la plus citée lorsqu'il est question de mémoire. Son auteur, il distingue 2 types de mémoire. Alors, vous avez d'une part la mémoire naturelle, pur phénomène psychologique, et la mémoire artificielle, celle qui se renforce finalement par une espèce d'apprentissage et par des règles méthodiques. Alors, on peut cultiver cette mémoire artificielle. Aujourd'hui, quand on parle de mémoire artificielle, on parle d'autres choses. On parle de supports externes, on parle de disques durs, on parle de livres, par exemple, de toutes les manières qu'on a trouvées à travers l'histoire de consigner, d'extérioriser notre mémoire pour la rendre accessible et pour décupler les capacités de notre physiologie, en fait, de notre biologie. Parce qu'il y a des limites à ce que je peux retenir de mes lectures, de mes fréquentations, des histoires que j'ai entendues. Mais si j'ai une bibliothèque et que je consigne ces histoires dans des livres, il n'y a plus de limite maintenant à ça. Et je peux débarrasser mon esprit du souvenir et la place qu'occupaient ces souvenirs de toutes ces histoires parce que je sais que je pourrais les retrouver facilement. Alors, Michel Serres, qui, au 20e siècle, a écrit un livre qui portait sur les 5 sens, je pense, et qui s'interrogeait sur ce qu'on avait gagné, ce qu'on avait perdu en extériorisant notre mémoire. Et on aurait tendance à se désoler aujourd'hui de dire « Ouais, on n'a plus du tout la mémoire qu'on avait avant. » Moi, il m'arrive d'avoir des épisodes d'amnésie gênants. Dans un cours où je parlais des Misérables de Victor Hugo, j'avais oublié momentanément le nom de Victor Hugo. Et j'ai dû appeler à l'aide les étudiants en disant « Oh, mon Dieu, là, j'ai un moment embarrassant, j'ai oublié le nom de l'auteur des Misérables. » Et ils sont venus à mon secours, heureusement pour moi, très rapidement, mais c'était très gênant. Et ça m'arrive de plus en plus souvent, alors je m'inquiète un petit peu du coup. Michel Serres se posait la question, est-ce qu'on a gagné au change ou on a perdu au change? Et ce qui est rassurant, c'est que la réponse de Michel Serres, c'est non, on a gagné au change.
on a libéré notre esprit pour d'autres choses, et notamment pour une capacité de création qui, à son sens, est décuplée. Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais j'aime cette idée qu'on n'a pas tout perdu, qu'en déplaçant à l'extérieur de notre corps notre mémoire, en se rapportant à une mémoire artificielle, en consignant à l'extérieur de notre corps, donc c'est les choses qui d'abord étaient entreposées dans notre mémoire, on n'est pas devenu plus pauvre pour autant. On peut se concentrer sur d'autres choses, nous dit Michel Serres. Alors, à l'époque de la rhétorique d'Hérénius, quand on dit mémoire artificielle, on ne parle pas encore des livres, on ne pense pas au fait de consigner par écrit. On parle explicitement de ces techniques, finalement, qui permettent d'apprendre et de mémoriser les textes. Le thème artificiel, comme toujours dans la rhétorique, n'a pas, à l'époque de la rhétorique d'Hérénius, de sens péjoratif. Alors, il faut comprendre que artificiel ici n'est pas employé là, de façon négative. Il renvoie simplement à ce qui est lié à la technique, à l'art rhétorique, comme Aristote distinguait déjà les preuves naturelles des preuves artificielles, vous savez, les preuves techniques, les preuves atechniques, des témoignages et les preuves techniques liées à l'argumentation du discours. Pour être un bon orateur, il faut avoir des dons naturels, mais ils doivent être activés aussi par la technique, finalement, assistés par des méthodes, par des exercices. Nécessairement, on peut avoir des bonnes dispositions et certaines personnes sont plus douées que d'autres à cet égard, ont déjà une mémoire prodigieuse, mais pour les autres et même pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est bon d'avoir certains exercices pour la développer encore plus, pour la préserver aussi. La mémoire artificielle, elle aussi, prolonge la mémoire naturelle par la méthode et s'entretient de la même façon par des exercices qui sont détaillés par les auteurs de ces traités rhétoriques, comme la rhétorique d'Hérénius. Dans ce cas particulier, la méthode est liée à l'importance des sens, au moins chez Cicéron. Simonide nous dit Cicéron, où l'inventeur, quel qu'il fût de la mémoire, parce que cette anecdote que je vous ai lue, elle est rapportée par tout le monde. Tout le monde s'y réfère comme étant l'épisode où on a inventé la mnémotechnique. Là. Alors, vrai ou pas, cette histoire-là est référencée partout. Là. Simonide, ou l'inventeur, quel qu'il fût de la mémoire artificielle, vit fort bien que de toutes nos impressions, celles qui se fixent le plus profondément dans l'esprit sont celles qui nous ont été transmises et communiquées par les sens. Effectivement, on a tous fait l'expérience qu'il existe une mémoire des sens. Aujourd'hui, la science nous dit qu'un des sens les plus puissants pour la mémoire, c'est le sens olfactif. Il y a des moments, et vous l'avez peut-être vécu, là, où on va sentir une odeur et ça va nous ramener des décennies plus tôt. On va se souvenir de la tarte aux pommes de notre mère à telle heure, revenant de l'école, qui était posée fraîchement sur la table et qui vraiment là, dégageait des exhalaisons là, absolument délicieuses et tout. Alors, on a tous vécu cette expérience-là de la mémoire d'un sens, mais pour Cicéron et pour les Romains à l'époque, le sens le plus important pour la mémoire, c'est la vue, finalement. Or, de tous nos sens, le plus subtil est la vue. Il en conclut que le souvenir de ce que perçoit l'oreille ou conçoit la pensée se conserverait de la façon la plus sûre si les yeux concouraient à le transmettre au cerveau. Qu'alors, l'invisible, l'insaisissable, prenant une forme, une apparence concrète, une figure, deviendrait perceptible et que ce qui échappe plus ou moins à la pensée tomberait sous la prise de la vue. C'est pour ça que dans les techniques qui vont être développées, on va toujours associer à la mémorisation quelque chose de visuel. Alors, l'idée de se rapporter à un parcours avec des objets, et les objets, on va les choisir, par exemple, selon qu'on veut retenir les lettres, on va penser à un chien parce qu'on veut retenir que c'est la lettre C, que le mot qu'on cherche à retenir, il commence par la lettre C. Donc, le chien va être associé à ça. Alors, chacun a ses trucs et ses associations, mais ça ressemble toujours un petit peu à la même chose. Ce sens de la vue dont parle Cicéron, et tu fais un sens, sinon, un des sens les plus prépondérants dans notre civilisation, sinon le sens le plus prépondérant. On va s'en convaincre, par exemple, en parcourant les descriptions dans les romans, où les sens sont sollicités, mais rarement l'ouïe, par exemple. Alors, on va dire, on entendait, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent dans un roman. On voit surtout dans un roman.
et encore moins l'odorat. C'est rare dans un roman qu'on va parler de ce qu'on pouvait sentir comme odeur. Il y a des évocations fugaces et bien sûr des exceptions notables. On pense au parfum de Patrick Süskind qui nous a dévoilé toute une litanie d'odeurs et d'adjectifs comme odoriférant, par exemple, que j'ai appris en lisant Süskind, le parfum. Alors oui, effectivement, il y a un rapport à l'odorat là-dedans, mais c'est assez rare, on s'entend. C'est surtout la vision qui est convoquée dans l'écriture. Et ce n'est pas un hasard, selon Cicéron, parce que c'est ce qui nous permet des associations puissantes avec notre mémoire. La description des individus dans le roman n'est d'ailleurs tel pas désignée d'un terme emprunté à la peinture, c'est-à-dire que quand on décrit quelqu'un dans un roman, on va parler d'un portrait. Alors, c'est assez éloquent que cet acte de description qui est commun dans le roman porte le nom finalement d'un art pictural, visuel en fait, qui a un rapport avec la vision. Alors, au plus profond de la rhétorique, on trouve un désir de faire voir aussi. Quintinien écrira « Il est très avantageux d'ajouter à la vérité un tableau plausible des faits, qui donne aux auditeurs l'impression qu'ils assistent, pour ainsi dire, à la scène. » Alors, plus un texte donne à voir quelque chose et convoque cette puissance de la vision, plus il va être efficace. Et on fait grand cas de figures comme l'hypotypose qui nous donne à voir une scène comme si on y avait assisté. Pensez à la fameuse hypotypose d'Hippolyte dans Phèdre de Racine, où Théramène raconte comment est mort Hippolyte, mais avec une abondance de détails visuels d'ailleurs, tellement grande que on se représente la scène comme si on y avait assisté. On voit le monstre qui a terrassé Hippolyte. On se le représente là comme si on avait été témoin. Et ça, c'est du fait de la puissance de l'imagination, puissance aussi de l'association visuelle. Les mots convoquent des images et interpellent la mémoire comme ça. Qui donne aux éditeurs donc l'impression d'assister à la scène. Et c'est sur fond de cette nécessité que doit aussi s'interpréter une des qualités du style, la clarté. Quintinien ajoute, je ne sais pas si je vais aller sur la prochaine diapositive, oui, c'est une grande qualité que de présenter les choses dont nous parlons avec une telle clarté qu'elles semblent être sous nos yeux. Alors pour lui, clarté, ça a à voir avec, encore une fois, la vision. C'est que les choses sont tellement claires qu'on se les représente comme si c'était sous nos yeux. Fumaroli, dans son fantastique ouvrage sur l'âge de l'éloquence, qui est peut-être la référence, si vous voulez vous initier un petit peu à la rhétorique, à l'histoire de la rhétorique sous l'Ancien Régime, à tout le moins, nous parle beaucoup de la rhétorique jésuite dans cet ouvrage, donc, et qu'il désigne comme étant une rhétorique de la peinture. Alors, ce qui caractérisait la rhétorique jésuite, c'était cette volonté de donner à voir, à se représenter, comme si on les avait sous les yeux, les événements, les circonstances, les choses qu'on abordait. Et on ne sera pas étonné de découvrir avec Fumaroli que la figure centrale de cette rhétorique, c'était la description, justement. C'était tout ces procédés qui donnaient à voir et qui interpellaient le sens de la vision et bien sûr aussi la mémoire. C'est aussi sur la vue que s'appuient les techniques de la mémoire dans la plupart des traités rhétoriques. Elle repose sur le passage du sensible, en l'occurrence le canal visuel, vers l'intelligible. Le visible, ce sont des emplacements, topoi, loci, familiers à l'orateur, soit parce que ce sont des lieux réels qu'il connaît bien, soit parce qu'inventés, ils sont si prégnants qu'ils restent gravés dans son imagination. Et dans ces lieux sont placées des images frappantes, des choses dont il faut se souvenir. On lit encore dans la rhétorique d'Arrhenius, la mémoire artificielle prend appui sur des emplacements et des images. Nous appelons emplacement des réalisations de la nature ou de l'homme occupant un espace limité, faisant un tout, se distinguant des autres, tel que la mémoire naturelle peut aisément les saisir et les embrasser. Par exemple, une maison, un entrecolonnement, une pièce, une voûte et d'autres choses semblables. Les images sont des formes, des symboles, des représentations de ce que nous voulons retenir. Par exemple, si nous voulons garder en mémoire un cheval, un lion, un aigle, il faudra mettre leurs images dans des emplacements précis. Alors, c'est la méthode que j'évoquais tout à l'heure, ces associations entre un lieu et l'image d'une chose qui permettent finalement la mémorisation. Alors, ça peut sembler étrange et compliqué,
Mais en fait, ça repose sur une idée simple, la force de la vision. Il est intéressant de noter, en tout cas, que les termes topoi et loci, topoi qui signifie lieu en grec, loci en latin, utilisés pour les emplacements, les lieux de mémoire, sont ceux-là même qui, précisément, dans l'invention, désignent les idées élémentaires. Alors, c'est drôle parce que quand on parle de lieu, lieu commun, on pense à ces idées communes, mais en même temps, on fait référence à la spatialisation, à des lieux. Alors, c'est intéressant que la métaphore soit préservée. De même, quand je vous invite à faire l'analyse d'un texte, une analyse rhétorique, je vous invite à vous attarder aux occurrences. Et ces occurrences, ces citations dans le texte, je les appelle des lieux. Alors, il y a des endroits dans le texte où vous allez trouver une manifestation de l'éthos. Alors, on peut dire que c'est un lieu, éthique, un argument. Alors, lieu peut être utilisé pour désigner l'argument en tant que tel, l'exemple que vous avez tiré, mais c'est aussi par égard au fait, par référence au fait qu'il existe un endroit dans le discours, un lieu où on retrouve cet exemple qui est employé dans une orientation éthique ou pathémique ou logique. Alors, vous voyez comment cette métaphore est finalement assez féconde. La mémoire et comme un texte écrit, c'est d'ailleurs à partir de l'invention de l'imprimerie qu'elle va être extériorisée finalement dans les livres et qu'elle va cesser peu à peu d'être matière d'enseignement. Alors, du moment qu'intervient la technologie de l'imprimerie, on a délesté un petit peu notre mémoire parce que là, on s'est dit, OK, c'est maintenant facile de consigner des sommes considérables d'informations. On pouvait le faire avant, on connaissait l'écriture, mais vous savez que le processus de copie était beaucoup plus laborieux. Il fallait avoir des ateliers de copistes, employer des centaines de moines qui devaient patiemment reproduire page après page les manuscrits des autres. Alors, c'était un travail extrêmement long et coûteux et qui aboutissait finalement à une faible préservation des livres, une faible circulation. Et tout ça explose à partir du moment où on invente l'imprimerie et qu'on permet la diffusion de masse finalement de ces informations-là. D'autant, notre mémoire se trouve un peu délestée finalement. On n'a plus à cultiver la même discipline par rapport à la mémoire parce qu'on sait qu'on peut tout déverser dans les livres et qu'on pourra s'y rapporter par la suite. Alors, ce n'est plus la peine de tout apprendre par cœur. Il y a plein de livres à notre disposition, de plus en plus de livres qui vont nous permettre de nous référer quand on a besoin à une date précise. Comme à une certaine époque, on enseignait les auteurs, puis on se donnait la peine d'apprendre la date de naissance et de mort des uns des autres. De même, les rois, quand est-ce que commence le règne de François Ier? Moi, je me souviens d'avoir mémorisé ça. 1515, c'est le début du règne de François Ier qui meurt en telle année et tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est complètement inutile. On a des outils qui nous permettent très rapidement, et supposons que je suis en cours et que je dis, bon, alors, l'édit de Nantes, c'est quelle date exactement? Un étudiant, avant même que j'ai le temps d'essayer de me rappeler, va me dire, ayant consulté son cellulaire, 1598, monsieur. Et ben voilà, ben oui. Alors, c'est pas la peine de mémoriser si on a des outils qui nous permettent justement de soulager notre mémoire et de trouver l'information super rapidement. Mais alors, à ce moment-là, si on ne mémorise pas ça, qu'est-ce qui est important à retenir là, finalement? Et là, il y a toute une problématique à laquelle il faudrait s'attarder éventuellement. La mémoire, au sens restreint de partie de la rhétorique, s'appuie donc sur la mémoire étendue au sens large, le réservoir culturel commun à l'orateur et à son auditoire. Ce que Marc Fumaroli, par exemple, va appeler des universités de l'imaginaire dans l'âge de l'éloquence. Et lorsque, à la Renaissance, l'évolution de la mémoire, la memoria, aboutit à la création de théâtres de mémoire. Ce petit objet que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un théâtre de mémoire. C'est un certain Giulio Camillo qui avait eu l'idée de faire ça, de construire comme ça un prototype, enfin un dispositif physique qui allait permettre l'association de concepts à des lieux. Alors, dans ce théâtre de mémoire, j'associe à certaines places certains concepts et je peux, ayant mémorisé ce théâtre, m'étant imprégné de lui, je peux me rappeler la place des concepts dans chacun des gradins et les mettre en rapport, donc, dans mon souvenir.
Alors, c'est un dispositif physique qui aidait à la pratique de la mnémotechnique en quelque sorte. Il s'agissait ni plus ni moins de mettre en scène visuellement l'ensemble des connaissances sur un sujet donné en s'appuyant sur la mémoire et sur cette faculté particulière qui fait que quand on visualise quelque chose, on vient seconder notre mémoire. On la rend beaucoup plus efficace. Quand on se représente les choses de façon visuelle, notre mémoire voit ses capacités décuplées. C'est ce qu'on avait compris chez les anciens et c'est ce que Giulio Camillo exploite avec son théâtre de la mémoire. Il y a une référence explicite à ce théâtre qui se retrouve dans une lettre de Viglius à Erasme, qui est citée par Yates, justement le livre dont je parlais au début du cours, qui sert de cadre de référence à mon propos depuis le début. L'ouvrage est en bois, marqué de nombreuses images et plein de petites boîtes. Il s'y trouve différents ordres et différentes rangées. Il donne sa place à chaque figure, à chaque ornement. Il donne beaucoup de noms à son théâtre. Il prétend que tout ce que l'esprit humain peut concevoir et que nous ne pouvons pas voir de nos yeux corporels, on peut, après en avoir fait la synthèse au cours d'une méditation attentive, l'exprimer par certains signes matériels et de telle sorte que le spectateur peut percevoir d'un seul coup d'œil tout ce qui, autrement, reste caché dans les profondeurs de l'esprit humain. C'est à cause de cette vision physique qu'il l'appelle un théâtre. Alors, il l'a représenté sous la forme d'un théâtre. Ça aurait pu être autre chose. Et chacun des artistes de la mémoire dont je vous parlais tout à l'heure a sa technique à lui. Il y en a qui se représentent leur maison et ils imaginent leur portique et ce qui est disposé à l'entrée sur une petite table. Ils imaginent l'escalier, ils imaginent leur chambre et tout. Et c'est ça l'appui matériel pour leur mémoire. Mais pour Giulio Camillo, c'est un théâtre, littéralement. C'est comme ça qu'il se représentait. C'était son dispositif pour finalement décupler les capacités de sa mémoire. On est loin de la memoria, a priori, parce que la memoria, c'est cette partie de la rhétorique dont on disait tout à l'heure qu'elle sert à mémoriser simplement le discours, mais cette distance n'est qu'apparente, en fait. Et la référence de Camillo reste toujours Cicéron. Camillo, même s'il développe cette idée du théâtre de la mémoire, le fait dans une perspective éminemment rhétorique et dans l'idée de mémoriser, de mieux mémoriser ses discours, notamment. Alors, l'ambition profonde de la rhétorique a toujours été d'être le réservoir, finalement, de connaissances utiles à l'orateur aussi. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de mémoriser un discours, il s'agit de mémoriser aussi des éléments d'une culture qui vont nous servir dans la composition. Tout à l'heure, je parlais du rapport qui existe entre l'invention et la mémoire. Le fait d'être capable de me souvenir de mes lectures me permet de puiser des exemples. Alors, je donne un discours ou j'écris un discours et je me souviens de telle lecture et je cite, par exemple, comme je le faisais tout à l'heure, Montaigne qui parle d'Alexandre et ça vient féconder mon imaginaire, en fin de compte. Ce rapport à la mémoire, il est très important. Il faut le cultiver et il nous montre bien l'importance justement de lire et d'étudier parce que c'est ce qui va venir enrichir notre invention, notre capacité d'invention et décupler nos moyens. Plus on aura lu, plus on aura étudié, plus on aura vécu, plus on sera capable d'apporter des éléments nouveaux et d'aller puiser facilement dans ce répertoire d'expériences où tantôt un souvenir de voyage nous fournit un argument ou une amorce de description pour un roman. Tantôt, c'est le souvenir d'une conversation qui alimente notre argumentaire qu'on est en train de composer. Ah oui, j'avais eu cette discussion avec tel ami et on en était venu à la conclusion que, et puis ça me sert d'amorce pour développer mon argumentaire et on voit comment tout ça peut aider à féconder l'invention. On passe déjà au deuxième point. Et c'est persistance de la mémoire. Alors, c'est par clin d'œil, bien sûr, à l'œuvre de Salvatore Dali, que j'affectionne beaucoup, là, ces montres ramollies, que vous connaissez bien. C'est une des images les plus souvent reproduites. Alors, ça s'appelle, cette toile, justement, persistance de la mémoire. Et j'ai gardé ce titre-là parce que je me demande qu'est-ce qu'elle est devenue, la mémoire, aujourd'hui. Et comment la littérature, finalement, se trouve à réinventer le rapport à la mémoire. Et on va appuyer ce développement qui va être beaucoup plus bref, vous allez voir, parce qu'on va venir à la synthèse assez tôt, sur une contribution de Claude Burgelin qui s'intitule donc « Comment la littérature réinvente la mémoire ». C'est tiré de La mémoire et l'oubli.
pardon, c'est dans une revue, le mensuel 344 à la page 78 pour être précis, qui a été publié en 2001. On peut retrouver ça sur Internet assez facilement. Et où Claude Burgelin réfléchit donc au rapport entre mémoire et littérature. Et par définition, l'écriture, nous dit Burgelin, est mémoire, conservatrice de traces, défi aussi de la mort, parce que l'écriture, c'est ce qui nous permet de ne pas oublier et de ne pas être oublié aussi. Alors, combien d'auteurs ont voulu survivre à leur propre mort à travers leurs écrits, justement, et explicitement, là, Cicéron le dit et de son vivant prépare sa postérité, l'impression posthume de ses lettres familières. Pétrarque ne fait pas autre chose toute sa vie durant que de penser à sa postérité. Et les enfants de son esprit sont le moyen qu'il a trouvé pour survivre à sa propre mort. Et aujourd'hui encore, on parle de Pétrarque parce qu'il a publié, parce qu'il a consigné par écrit ses pensées. Alors, on voit comment l'écriture et mémoire est une façon de défier la mort. Alors, plus que jamais, nous explique Burgelin, la mémoire est importante en littérature, elle anime la scène littéraire. Et depuis 2 ou 3 décennies, de nombreux textes, souvent parmi les plus achevés, ont été écrits par des auteurs qui, justement, tournaient la tête vers le passé et qui interrogeaient ce rapport à la mémoire. Alors, il poursuit son texte en affirmant que la littérature a permis d'élargir le champ de la mémoire, d'en ouvrir les frontières et presque de renouveler le sens même du mot. Alors, il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui se passe en littérature dans le rapport à la mémoire qu'il convient à présent d'expliciter. La plupart des écrivains ne se sont pas contentés de faire œuvre de mémorialiste au sens traditionnel du mot. La littérature a eu pour eux une fonction heuristique, là, en élargissant le champ de la mémoire, en étendant les frontières, donc en repensant le rapport à la mémoire. Et Burgelin dit que depuis la nuit des temps, pour retenir des traces, pour étayer leur mémoire, les humains ont toujours utilisé des méthodes, bon, le graphe, la lettre, le nombre, il y avait toutes sortes de trucs qui avaient été inventés pour développer la mémoire. Et il s'attarde longuement à cela. Alors, la diapositive suivante nous amène du côté de Tiffaine Samoyo, qui a beaucoup creusé, elle, la notion d'intertextualité. Alors, notre mémoire, nous dit Tiffaine Samoyo, s'approprie des histoires arrivées à d'autres, des fragments de légendes ou de mythes, des images de toutes sortes. Et ce mélange finalement d'histoires, de fragments, de légendes, de mythes vient alimenter constamment l'invention. Il y a tout un phénomène d'intertextualité qu'il faut prendre en compte dans notre étude, notre réflexion de la mémoire, qui fait que l'écrit en soi est la mémoire de quelque chose, mais tout écrit littéraire est une somme de références, de citations, de clins d'œil, d'interpellations de la mémoire des autres aussi. Et tout écrit entre en dialogue constant avec le passé, avec les ouvrages des uns et des autres, dialogue parfois explicite où la citation est la manière la plus directe d'interpeller le souvenir des uns et des autres, mais aussi parfois la référence, le clin d'œil, la parodie, d'autres moyens finalement d'entrer dans un rapport mémoriel avec les autres. Et c'est une notion tout à fait intéressante, l'intertextualité, qu'on peut mettre en rapport avec la mémoire. Alors, si on se pose la question de quelle est la place de la mémoire aujourd'hui en rhétorique, et pour nous qui désirons adopter une approche rhétorique pour l'étude de la fiction, bien, je vous dirais que c'est du côté de l'intertextualité qu'on a intérêt à se pencher, parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses intéressantes, pertinentes pour notre objet. C'est une notion complexe du discours sur la littérature, l'intertextualité, mais on la comprend
à travers ces pratiques. Hein. Quand on parle de citation, quand on parle d'allusion, quand on parle de référence, quand on parle de pastiche, de parodie, de plagiat, de collage, on sait tous à quoi on fait référence. Et à ce rapport de coprésence, finalement, d'un texte dans un autre texte. De cette notion de palimpseste dont a parlé beaucoup Jeunette à une certaine époque. Elle fait son miel particulier, mêlant incessamment et bien sûr à son insu le vrai et le faux, l'exactitude et la fable, la littérature. Alors, elle emprunte toujours à des discours qui l'ont précédé. Elle va puiser à gauche et à droite comme l'abeille qui butine, va s'emparer du pollen de telle et telle fleur, mais va en faire bien sûr son propre miel. Mêlant, comme le font les auteurs, des éléments vrais au faux. La littérature est constamment en train de tout mêler, de brouiller les cartes entre fiction et vérité, entre l'exactitude et la fable, et c'est ce qui la distingue à cet égard. Elle apparaît ainsi comme un espace de création au même titre que d'autres. Mais, nous dit Tiffaine Samoyo, l'écriture est aussi un instrument privilégié pour donner forme et organisation à la mémoire. C'est une façon de consigner, d'extérioriser finalement sa mémoire. On en vient à cette histoire, on revient à nos Grecs finalement, de la tradition grecque et des 9 muses qui étaient filles de Mnémosyne. Alors, la mémoire chez les Grecs est incarnée par cette figure mythologique qui est une titanide selon certaines versions. Chez d'autres, c'est la fille de Zeus, mais là, ça commence à être gênant parce que Zeus va avoir les enfants avec elle, donc ça serait incestueux. J'aime mieux la version titanide. Donc, elle serait la fille d'Ouranos et de Gaïa, et c'est elle qui aurait donné à l'humanité le langage, un mot pour chaque chose. Et c'est intéressant de penser qu'il y a un rapport entre le langage, les mots, la littérature éventuellement, et la mémoire, et cette figure mythologique de la mémoire. Mnémosyne, c'est aussi la mère des 9 muses qui sont associées à l'art littéraire, mais aussi musical. Vous avez Calliope, dont le nom Calliope voulait dire qui a une belle voix, qui est associée à la poésie épique. Vous avez Clio, dont le nom veut dire qui est célèbre, et elle était la muse de l'histoire. Vous avez Erato, l'aimable, associé à la poésie lyrique et érotique même. Vous avez Euterpe, dont le nom signifie la toute réjouissante et qui est associée à la musique. Melpomène, la chanteuse, tragédie et chant, ça ne vous étonnera pas comme association. Vous avez Polymnie, la muse qui est associée à la rhétorique et l'éloquence et dont le nom signifie celle qui dit de nombreux hymnes. Alors, on peut voir le lien. Vous avez Terpichore ou Terpiscoré en grec, la danseuse de charme associée à la danse. Thalie, pardon, la florissante, l'abondante, qui est associée à la comédie. Et enfin, Uranie, la céleste, qui est la muse de l'astronomie. Alors, ces 9 muses sont les filles de la mémoire et on comprend comment tous ces arts, évoqués à l'instant, poésie épique, histoire, poésie, musique, tragédie, rhétorique, danse, comédie, astronomie, ont partie liée avec la mémoire. On entretient tout un rapport avec la mémoire qui est fondamental. On ne peut pas pratiquer la poésie, l'histoire, poésie, musique sans mémoire. On s'appuie toujours sur un fond précédent, en quelque sorte, de connaissances et de rapport au monde. Alors, je suis allé un peu au pas de course, mais ce n'était pas en y arriver à notre synthèse et parce qu'on doit discuter rapidement des exposés. J'en viens à ma 3e et dernière partie, synthèse. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Okay, là, je lance un paquet d'idées comme ça, un peu dans le désordre, mais on va essayer de s'aménager pour la dernière période, la dernière rencontre, une synthèse qui, elle, serait plus substantielle et qui irait un peu plus loin. Parce que là, c'est un peu superficiel, lancer comme ça des idées à gauche et à droite, blablabla, intertextualité et tout, mais ça mérite d'être considéré à la lumière de ce qu'on aura entendu, de ce que vous aurez présenté dans vos exposés, de ce qu'on a pu faire aussi comme démonstration des différentes approches. Alors,
tantôt les gens vont vouloir parler de l'invention, tantôt de la disposition, tantôt aussi de l'action, mais pourquoi pas aussi de la mémoire. Et ce sera intéressant de vous entendre là-dessus et de voir quel usage vous faites. Par exemple, de la notion d'intertextualité dans un rapport à la mémoire, justement. Alors, on est ici dans la bibliothèque du Trinity College à Dublin, une de ces bibliothèques mirifiques, fabuleuses. Avez-vous vu la quantité de livres qu'il y a dans cette bibliothèque? C'est prodigieux. J'y suis jamais allé, mais je me promets de le faire un jour, là, si on me laisse entrer. J'espère pouvoir m'y rendre. Il y a des endroits qui demandent des permissions spéciales, là. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais bien y séjourner pour des recherches. Alors, vous avez ici le frontispice de l'ouvrage dont je vous parlais et qui sert d'appui à mon propos depuis le début, The Art of Memory, c'est de Franz Yates, donc, et ça date de 1975. C'est ça l'ouvrage de référence. Mais j'en viens à ma synthèse et à la question qu'on a posée à l'ouverture du séminaire. OK? Alors, vous vous souvenez qu'à l'aube du séminaire, on s'est posé une question qui était notre problématique essentielle. Bien, on va essayer de voir si on peut avancer une réponse. Alors, le séminaire aura pour principal objectif de mettre à l'épreuve, disait le plan de cours, la pertinence de l'approche rhétorique aujourd'hui dans l'analyse d'un corpus littéraire. Alors, si on veut formuler ça sous forme de question, on dirait, est-ce que la rhétorique permet d'approcher de manière efficace la fiction, l'analyse efficace de la fiction? Est-ce que c'est une approche qui tient minimalement la route? Et je pense qu'après ces 10 périodes, on peut déjà avancer que oui, il y a de quoi faire. On est capable, avec l'approche rhétorique, de procéder à l'analyse de textes littéraires. Et on a vu pourquoi et on a vu comment. Et c'est lié au fait que la littérature s'est développée parallèlement à la rhétorique dans des liens très étroits qui font que la rhétorique aujourd'hui peut permettre d'éclairer par un regard rétrospectif toutes les étapes de composition de la littérature et en dégager les procédés et les enjeux d'autant plus facilement qu'ils sont en commun partage de la rhétorique et de la littérature. Alors, c'est un peu la question donc, qui était au cœur de notre séminaire. La littérature, on l'a dit, est née avec le spectacle. On la racontait plus qu'on ne la lisait. C'était un art performatoire au départ. Il faut se rappeler que la littérature, elle est d'abord un phénomène oral. À l'époque d'Homère, on ne consignait pas encore par écrit. Avant Homère, on ne consignait pas par écrit les textes. Et même après Homère, ça va prendre un certain temps avant qu'on fixe par écrit ces textes-là. Alors, c'est de la tradition orale qui nous rapporte les chants des poètes anciens. Et c'est dans ce contexte que se développent les premières productions littéraires. L'idéal était alors de pouvoir regarder l'action elle-même plutôt que de l'entendre narrée par le poète épique. Alors, le théâtre va permettre de rendre très vivant ces récits. Quand on assiste à une pièce de théâtre, on voit l'action représentée sous nos yeux et ça a une certaine efficacité. Et ça relevait alors du pathos, de l'émotion. C'est surtout sur ces éléments-là qu'on jouait. Rhétorique et poétique vont être liés dans l'histoire depuis le début, depuis Aristote en fait. Ce n'est pas un hasard si Aristote est l'auteur de deux traités, l'un sur la rhétorique et la poétique, parce qu'elles ont partie liée l'une avec l'autre. Pour Aristote, la rhétorique s'attache à ce qui est, mais qui aurait pu ne pas être, et la poétique à ce qui n'est pas, mais qui aurait pu être, c'est-à-dire la fiction. Alors, dans son traité consacré à la poétique, il va s'intéresser à tout ce qui a été mis de côté finalement dans la rhétorique. Il n'a pas parlé de littérature en rhétorique, et il en parle dans sa poétique. Il va parler des trois genres, des trois grands genres, le genre épique, le genre de la poésie lyrique et la tragédie, bien sûr, le théâtre aussi, le genre dramatique, qui constituent pour lui les genres majeurs, les formes littéraires majeures. Et cette poétique vient compléter la rhétorique et lui apparaît indissociable d'une certaine façon entre cette rhétorique qui s'attache donc au probable, à ce qui aurait pu, à ce qui est mais qui aurait pu ne pas être, et la poétique à ce qui n'est pas mais qui aurait pu être, donc la fiction.
Il semble que la frontière de la poétique et de la rhétorique s'estompe, ce qui explique pourquoi la théorie littéraire fait partie de la rhétorique depuis si longtemps. La grande différence, finalement, entre la rhétorique littéraire et celle du discours, c'est le contexte d'énonciation, en fin de compte. Alors, ce qu'on va perdre dans la littérature, si on veut, c'est tout ce contexte qui est commun à l'art oratoire, de présentation d'un discours devant un public avec lequel on interagit en direct dans un temps qui se déroule là, et qui correspond à la durée du discours. Alors que dans le discours littéraire, on est privé de l'instance énonciative. L'auteur n'est pas là pour nous parler, nous expliquer ce qu'il entend par là. Et de même, l'auteur qui compose est privé de l'interlocuteur et de ses questions et de ses interrogations et de ses échanges qu'il aurait pu avoir en personne. Donc, il y a un rapport qui est transformé. Dans le rapport à la composition, dans le rapport à l'évocation, ce n'est pas la même chose. Le narrateur est construit et l'auditoire précis est inconnu quand on passe à la littérature, bien que parfois l'auteur va s'imaginer ces instances, il va s'imaginer le narrateur, il va essayer d'en tenir compte dans l'écriture, l'interpellant parfois, comme Jacques le Fataliste. Diderot interpelle le narrateur directement et le taquine un peu dans cet anti-roman tout à fait intéressant. Alors, parfois, il est imaginé par l'auteur, l'auditoire, le lecteur. Il ne peut pas être interpellé véritablement comme dans la vie réelle. Il ne peut pas répondre, mais on peut essayer de l'intégrer. Mais ça demande des aménagements. La littérature ne permet pas la même chose que le discours rhétorique traditionnel. Alors, ce qui arrive en littérature qui nous change de ce qui vaut pour l'art oratoire et qu'on doit prendre en compte dans nos analyses, c'est qu'il y a un déplacement. Tout d'un coup, le logos concentre tous les rôles. L'éthos et le pathos ne sont pas explicites. Quand on assiste à un discours, on peut tout de suite, à brûle-pourpoint, être sensible aux manifestations de l'éthos. Alors, l'orateur essaie de présenter un visage de bienveillance, de compétence, etc., de magnanimité. On le sent, on l'entend tout de suite. C'est présent et sensible. De même, on peut être sensible aux manifestations des pathèmes, des tentatives de manipulation de l'orateur. Mais quand on a affaire à un discours écrit, on n'a que le logos, en fin de compte. Mais le logos va venir inclure, intégrer l'éthos et le pathos. Et si on fait bien notre travail d'analyste, on va être capable, à partir du logos seul, de déduire l'éthos et le pathos aussi. Et c'est pour ça que ça devient tout à fait possible pour nous de procéder à une analyse de l'invention de n'importe quel texte et remonter à travers ce qu'on voit dans le discours, ce qui a été consigné par écrit, remonter à telle ou telle posture qui viennent finalement illustrer telle attitude, tel ethos, tel été ou tel pathème que l'auteur a voulu susciter en quelque sorte. Alors, le logos concentre tous les rôles. L'éthos et le pathos ne sont pas explicites, vu que personne ne parle physiquement à quelqu'un de concret. L'éthos et le pathos sont donc construits par le texte et dans le texte. C'est ça qui est différent du discours oratoire où l'éthos est construit dans le discours et par le discours de l'orateur, le discours dans le sens large, pas juste le texte, mais bien sûr la représentation, l'actio dans son ensemble, la livraison du discours, c'est là que se construit l'éthos et le pathos. Alors que quand on lit un texte, l'éthos et le pathos vont être consignés à l'intérieur du logos. Il faut être capable de l'expliciter. Ce qui relève du contexte extérieur dans l'usage habituel du langage est ici un cotexte immanent au texte comme un horizon ou un trompe-l'œil en peinture. Il y a une espèce de reconfiguration finalement du monde pour le restituer sur un plan différent, celui de l'écriture, un peu comme un hologramme est une transposition d'une représentation 2D en 3D.
Voilà, on peut jouer avec ces images-là. On prend quelque chose qui possède différentes facettes, différentes dimensions, et on ramène ça sur un plan où il n'y a pas autant de dimensions, il n'y a pas autant de possibilités, mais il faut reconfigurer ça pour que ça fonctionne quand même. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes circonstances, on n'a pas le même cadre, on n'a pas les mêmes possibilités, mais on peut jouer de ces handicaps, de ces désavantages et transformer ça avantageusement par la littérature, par la puissance de l'imagination, par la puissance de l'évocation qui nous permet de nous déplacer dans le temps, dans l'histoire, dans les lieux, beaucoup plus facilement que dans un discours où on est limité au contexte d'élocution. On peut interpeller l'imagination des spectateurs, de l'auditoire, mais jamais autant qu'en littérature où on est capable de créer, de générer un monde en soi et susciter un théâtre imaginaire dans l'esprit des lecteurs où tout est possible, où tout devient possible, où tout peut être représenté et même le futur le plus improbable. Alors, ça donne des capacités, des possibilités intéressantes. Mais faute d'un tel contexte, de connaissance, il faut bien spécifier ce qui, en d'autres circonstances, est implicitement perçu et connu de tous. Alors, le logos se trouve ainsi pris en charge d'avoir à traduire à lui seul la différence que Michel Maillard appelle question-réponse, et on va voir ce qu'il entend par là dans le texte qui suit, c'est-à-dire ce qui est problématique et ce qui ne l'est pas. Alors là, il y a une petite blague ici en passant. N'allez pas chercher chez Aristote un terme qui s'ajouterait à la triade ethos, pathos, logos et qui consisterait en beau gosse. C'est une blague patoche un peu d'un de ces t-shirts qu'on peut acheter sur Internet et qui rime à rien, bien sûr, en rhétorique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence question-réponse? C'est la piste envisagée par Michel Maillard et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Je voudrais regarder cet extrait avec vous. Michel Maillard est une référence, une sommité en rhétorique, et d'ailleurs, le titre du séminaire Questions de rhétorique vient d'un de ses ouvrages. Il faut avoir lu Maillard. Il a écrit des choses absolument brillantes sur le sujet. C'est parfois très complexe, et vous allez voir, ce n'est pas toujours facile de suivre le propos, mais c'est très riche. Alors, on regarde ça ensemble. La différence question-réponse. Appartenant à la textualité, la constituant même, il faut conclure que plus un problème est spécifié littéralement, moins la forme est sollicitée pour marquer la différence question-réponse dans le texte, logos. Du même coup, plus le lecteur, et pour lui, il situe le pathos du côté du lecteur, ça, c'est des trucs tout à fait typiques chez Maillard. Il associe le pathos à différents éléments. Pour lui, c'est tout à fait clair. Moi, il me perd un peu ici. Là. Pourquoi il met le pathos nécessairement du côté du lecteur? C'est parce qu'on cherche à agir sur lui, c'est sûr, mais pas que. Alors, plus le lecteur se retrouve dans une littéralité qui tisse le monde commun qu'il partage avec le narrateur, ethos. Puisque c'est lui qui parle, effectivement, c'est lui qui va présenter, projeter une image de soi. Plus les références à ce monde sont présupposées comme allant de soi, et le texte en est d'autant plus daté par ce monde. Exemple, le roman policier où le roman dit à l'eau de rose, un crime est commis, le problème à résoudre est de savoir qui l'a fait, ou si on l'a déjà, si on le sait déjà, qui, pourquoi il a perpétré. Le livre s'achève avec la résolution du problème, comme il commençait avec la mise en place de celui-ci. Alors, ce n'est pas problématique, la paralittérature, c'est extrêmement simple. La différence question-réponse est donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère ici. Hein? On sait comment se résout le problème. On n'est pas laissé en plan et c'est attendu et c'est mieux ainsi. Et si on devait faire autrement, ça déplairait souverainement au public. Même chose pour le roman d'amour. Deux êtres se rencontrent, ils ne peuvent s'aimer, mais ils finiront par vaincre les obstacles ou ce qui les empêche de prendre conscience, oui, il y a une faute ici, de prendre conscience de leurs sentiments. C'est aussi ce qui se passe dans le roman d'aventure où l'on pourrait ajouter dans les premiers moments du roman en général, qui date véritablement de Cervantes avec son Don Quichotte ou de Defoe avec Robinson Crusoe, le déploiement de la résolution est le cœur de la narration. La forme n'a rien de problématique. Ce qu'il est, ce sont plutôt les obstacles du monde présents dans l'enquête. Alors, ce qui va distinguer la littérature blanche,
je déteste le mot, mais bon, vous entendez, c'est la grande littérature, de la paralittérature, c'est la problématisation. C'est comment cette littérature ne nous donne pas les clés, ne nous donne pas et la question et la réponse, et nous laisse en plan. Et c'est ce qui lui donne cette profondeur et c'est ce qui fait qu'elle nous interpelle autant, c'est que justement, c'est comme une énigme à résoudre. Alors que dans la paralittérature, l'énigme, elle va être résolue pour nous. On va nous dire, il y a un problème et voici comment le problème se solutionne. Et il n'y a plus rien à redire. Et bon, une fois qu'on a lu, on n'a pas intérêt vraiment à relire. Qui relit des polars encore et encore, quand on connaît le meurtrier, quand on connaît les circonstances de l'enquête et tout, ça a moins d'intérêt, bien sûr, que d'autres romans qu'on pourrait lire 100 fois et qui, à chaque fois, nous apparaissent peut-être sous des visages différents. C'est ce que suggère un petit peu Meyer à travers ça. Alors, on passe à la diapositive suivante où, bon, je vais reprendre la phrase au complet parce que sinon, ça va être un peu bizarre. Le déploiement de la résolution est le cœur de la narration. La forme n'a rien de problématique. Ce qu'il est, ce sont plutôt les obstacles du monde présent dans l'enquête ou qui entravent la volonté de s'en sortir ou qui se dressent au cœur de l'aventure. En revanche, moins le problème est dit littéralement, alors ça, c'est pour la grande littérature, moins le problème est dit littéralement et plus c'est la textualité comme forme qui a la charge de traduire ce qui fait le problème. Plus le texte sera figuratif et non mimétique, plus le lecteur, pathos, doit suppléer aux réponses du texte, logos, et la distance se creuse alors davantage avec le narrateur, ethos. Le monde commun fait d'autant plus défaut que le langage s'y référent ne sert plus à cela. On ne parle plus d'un lecteur sous le charme, mais d'un lecteur interpellé, mis en question, d'un langage qui n'est pas celui du quotidien, d'une problématique qui fait elle-même question. Le langage est plus symbolique, plus énigmatique. Le fossé se creuse entre le littéral et le figuré. L'indétermination croît et elle finit par être son propre objet, comme dans une certaine littérature contemporaine avec Kafka, Borges, Calvino ou Joyce, mais aussi Mallarmé ou Peter Handke au théâtre. Alors, on en revient à cette idée qu'on avait avancée au premier cours, que la fiction, finalement, et la grande fiction, a fortiori, est la réponse donnée à une question qui demeure implicite. Et que l'enjeu pour l'analyste, c'est d'expliciter quelle est la question. C'est devant un roman qui fait problème, qui nous semble complexe et mystérieux, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire, vers quoi il pointe. C'est la réponse à quelle question. Et parfois, ça va être une question comme quelle est la meilleure vie? Comment bien vivre sa vie? Et un roman va nous donner une illustration d'une vie bien menée, bien vécue, ou au contraire, un contre-exemple d'une vie épouvantable, d'une vie de malheur, de misère. Je suis en train de relire l'abbé Prévost, Manon Lescaut, et je plains à chaque page le pauvre chevalier des Grieux pour les choix malheureux qu'il fait. Et ça a une valeur rhétorique parce qu'on le voit se planter systématiquement et faire des choix malheureux, puis on se dit, ben oui, c'est l'exemple à ne pas suivre, effectivement. Donc, d'une certaine façon, on pourrait faire une analyse rhétorique qui en ferait un roman exemplaire, finalement, d'exemples à ne pas suivre. Mais pas que, il y a d'autres choses aussi à aller chercher. Mais certainement, on a cette idée chez Meyer que la littérature fait mystère et qu'il y a moyen d'expliciter ces prémices à travers l'analyse rhétorique. Puisque la solution n'est pas donnée, on peut essayer de la déduire par l'analyse, en fin de compte. Et c'est un peu notre propos depuis le début. Alors, on retrouve ici le monument du début, c'était cet anneau de la mémoire. Là, on est à l'intérieur, c'est le soir, on arrive au terme de notre présentation. Je rappelle que c'est un mémorial de la Première Guerre mondiale. Alors, vous voyez les noms des soldats morts au combat qui sont consignés comme ça. Et quand on voit la taille des caractères et on voit le nombre de noms, c'est là qu'on se représente à quel point la tragédie est immense. On se figure beaucoup mieux, l'ayant vu, ce que ça représente. Et ça aide à se souvenir des sacrifices consentis. Alors voilà pour ça. J'arrête la présentation ici.
et je vais me rendre disponible pour une période de questions, mais aussi pour préparer l'exposé, parce que là, on a des problèmes à régler au niveau du calendrier. Et avant de dire des conneries, je vais m'assurer qu'on a les bonnes dates sous les yeux. Alors, merci et à la semaine prochaine.